l'attitude prise par M. Pompidou, enfin la politique générale, était manifestement d'éviter le pire, enfin de mener cette affaire avec prudence et surtout de rechercher toutes les occasions de contact avec des éléments raisonnables. Il le fera avec les syndicats, avec les centrales ouvrières, et il était tout à fait partisan que je le fasse, ou quelquefois lui-même, avec les meneurs du mouvement. C'est pour ça que je me suis trouvé, je dois dire, très à l'aise dans cette configuration gouvernementale, ce qui aurait pu ne pas être le cas. M. Pompidou lui-même faisait l'objet de critiques d'une partie de sa majorité qui regrettait un peu les méthodes plus musclées de mon prédécesseur. Enfin, il y avait là... Et M. Pompidou a toujours tenu le cap dans un sens de fermeté et de modération, ce qui m'allait très bien. Les premiers jours, nous nous sommes laissés prendre au piège. Il se passait tellement de choses qu'on était tous restés là sur place jusqu'à la fin de la nuit. Le lendemain, on était à ramasser la cuillère, n'est-ce pas? Tandis que nos jeunes galopins, qui avaient aussi passé la nuit à faire des barricades ou autre chose, ils se couchaient sur place. Ils trouvaient accueil chez les voisins, tout le monde très accueillant pour ces jeunes héros. Ils allaient donc coucher à droite et gauche. Ils adoraient d'ailleurs ce changement de vie. Et puis alors, ils se réveillaient vers 3 ou 4 pour reprendre le combat. Nos jeunes adversaires avaient un gros avantage sur les policiers, c'est qu'ils se réfugiaient dans les maisons qui étaient très accueillantes. Pendant les premières semaines de mai, toute la population était du côté des étudiants, ce qui ne facilitait pas notre tâche. Et c'est du haut de ces étages qui bombardaient les policiers. Et évidemment, nous avions affaire aux adversaires les plus agiles et les plus rapides qu'on ait jamais eus, connaissant merveilleusement toutes les rues et les ruelles de Paris, se réfugiant en haut dans les étages quand il le fallait, donc une mobilité totale. Et nous étions obligés d'avancer avec les véhicules qui contenaient tout ce qui convient, les armements, les grenades lacrymogènes, etc. Ça faisait, n'est-ce pas, ça ralentissait beaucoup les actions. Alors, nous n'avons jamais cessé de bout en bout de réfléchir tous ensemble à ce problème. La leçon de mai 68, c'est que la police doit s'adapter à des situations mouvantes. Ce n'est pas une chose simple sur laquelle on a une recette qu'on applique, etc. Donc il faut constamment s'adapter. Et là, l'adaptation, c'est assez bien faite, bien sûr. Elle a pris plusieurs semaines. C'était ma grande crainte, qui est quelque énergumène qui tire sur la police, même dans un raisonnement politique, histoire d'enclencher le processus révolutionnaire dont quelques-uns rêvaient. Là, ça ne s'est heureusement jamais trouvé. Il faut mettre ça aussi à l'actif de nos adversaires, et qui d'ailleurs l'ont dit et répété après les événements, que autant ils étaient là pour tout bouleverser, autant ils considéraient qu'il n'était pas admissible de tirer, de tuer. Ça ne rentrait pas dans l'idéologie qui était la leur. On a aussi beaucoup remarqué que cette nuit des barricades très spectaculaire s'était terminée sans mort. Il y avait des blessés, mais il n'y avait pas de mort. Ça avait frappé l'opinion, pas seulement en France, mais à l'étranger. Parce que, faut rappeler que mai 68 n'était pas une particularité française, que mai 68 allait de San Francisco à Pékin avec la révolution culturelle, en passant par le printemps de Prague et quelques autres endroits, et partout ailleurs, la répression policière ou militaire laissait des morts sur le terrain.
On n'imagine pas ça à Paris. Pourquoi? Parce que dans ces pays, il n'y a pas une police formée au maintien de l'ordre. On pourrait y revenir parce que c'est un sujet capital, ça. Donc là, aux États-Unis, on mobilise la garde qui arrive avec des fusils, et si on dépasse les limites, on tire, et on ramasse 43 cadavres. Les journalistes ont plutôt tendance à prendre un policier en train de matraquer. Ça fait quand même une image plus parlante qu'un policier au repos qui regarde une affiche de publicité. Il y a toujours des choix. Donc il y avait abondance de photos de policiers en train de matraquer, et dans la télévision aussi. Et puis quand même, il y avait eu en effet, on peut le dire entre nous, quelques excès dans la façon de tapasser les étudiants. Mais les adversaires n'étaient pas innocents. Mais je disais que du côté policier, nous avions eu beaucoup de blessés, gravement, et j'ai notamment le souvenir du plus grave d'entre eux, le commandant Journiac. Monsieur Journiac avait reçu un très lourd projectile à la tête qui, malgré son casque, avait entraîné une fente du crâne, perte de matière cérébrale. J'étais d'ailleurs allé à l'hôpital et les médecins avaient laissé peu d'espoir de le sauver. On l'a sauvé quand même, mais enfin il est mort un an après, déçu de ses blessures. C'est vrai que les longues attentes sont une des choses les plus désagréables dans le service de police. Surtout quand on l'attend en face de jeunes adversaires qui vous injurient avec une grande richesse de vocabulaire et qui vous jettent des différents projectiles alors qu'on est tenu de rester immobile. À ce moment-là, on a de grosses difficultés parce qu'une police qui a attendu, harcelée de coups, d'injures et de mauvais projectiles, qu'on relâche en lui disant maintenant allez-y, on risque de retrouver un peu les comportements de 1961 dans les bagarres avec les combattants algériens du FLN. Donc ça n'a pas pris cette tournure du tout. La police est restée remarquablement disciplinée. Elle a mené des opérations très difficiles. Les barricades étaient systématiquement enflammées quand la police arrivait. Nous avons eu, comme je le rappelais, de nombreux blessés, mais le résultat a été celui que nous disions. C'est lorsque j'ai senti une montée préoccupante de la violence que j'ai décidé de faire cette lettre. Et j'ai dicté cette lettre que j'ai voulu aussi équilibrer que possible. C'est-à-dire, je ne condamnais pas, je voyais bien combien la tâche des policiers était difficile, combien ils ressentaient péniblement les injures, les accusations de brutalité, mais je leur disais que leur fonction policière exigeait qu'ils aient une tenue exemplaire. C'était pas facile, mais c'était un peu le sens de ma lettre, n'est-ce pas? Je ne le regrette pas parce qu'il faut tout de même toujours essayer de maintenir la police dans la conception qu'elle fait un métier pas comme les autres et qui a ses exigences, n'est-ce pas? Le préfet de police est très renseigné, mais ça n'est pas la même chose que la réalité sur le terrain. Et là, j'ai très vite éprouvé le besoin d'aller voir comment ça se passait sur le terrain. Ça me paraissait absolument nécessaire. J'avais trouvé un petit truc là qui évitait les inconvénients. Je filais en voiture la nuit dans une minable Renault 4 qui faisait partie des véhicules utilitaires. Je partais sans chauffeur et sans garde du corps. Ça me permettait de me faufiler vers les bivouacs nocturnes des gardiens et de parler avec eux plus simplement et plus directement que dans les réceptions, dans les beaux bureaux du préfet de police,
la délégation syndicale, malgré tout, adopte. Tandis que là, je les prenais directement et ils me parlaient très directement. Ça m'a été très précieux parce que ça me permettait quand même de voir combien ils subissaient désagréablement les insultes, les accusations de violence. Ils me disaient comment leurs femmes, ils avaient un logement en banlieue en général, leurs femmes qui avaient eu les meilleures relations jusque-là avec le voisinage, tout d'un coup on leur fermait la porte parce qu'elles étaient les femmes des flics. Leurs gosses insultaient à l'école. J'ai recueilli tout ça de façon très directe, n'est-ce pas? Et c'est pas inutile. Avoir vécu avec toute la maison, n'est-ce pas, ces semaines si mouvementées, m'a vraiment fait corps avec la préfecture de police. Après, j'étais quand même beaucoup plus intégré dans cette maison. D'abord, je connaissais beaucoup mieux tous les patrons, puisque là, avant chaque grand service, je tenais toujours une réunion. Monsieur Frédéric venait avec ses directeurs, mais aussi avec les chefs de district qui seraient sur le terrain. Donc, j'avais appris à bien les connaître, à admirer leur qualité professionnelle. Il y avait donc là une meilleure connaissance de la maison et je pense que c'était un peu réciproque et nous étions là quand même, je faisais corps avec la maison. C'est ça le changement dans mon attitude. Honnêtement, je me suis souvent dit, est-ce que ma tactique est la bonne? Beaucoup de reproches venaient au début, de la part notamment des élus parisiens, sur ma méthode trop compréhensive. Et donc je me suis dit, il est très possible qu'un autre préfet de police, adoptant tout de suite le choix d'une répression vraiment très sévère, ça aurait peut-être calmé le jeu. À la réflexion, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que c'était pas simplement une manif des étudiants parisiens, c'était un mouvement qui parcourait le monde, n'est-ce pas? Il y avait une espèce de rejet d'une société qui était considérée, à tort ou à raison, comme trop oppressive, familiale, sociale, politique, etc. Et dans l'éducation, c'était très général. On rejetait ce système d'enseignement autoritaire, etc. Donc, je crois qu'on aurait pu un peu plus brutalement calmer les manifs du 6, du 8, peut-être du 10 mai. Le mouvement serait forcément revenu, ne serait-ce que sous l'influence des camarades allemands, italiens, tchèques ou américains, n'est-ce pas? Oui. Donc, je crois qu'on n'aurait pas évité mai 68.